Docteur, bonjour. Bonjour. Vous êtes dermatologue, ça c'est votre profession, mais vous êtes consultant en géopolitique et stratégie sécuritaire. Ma toute première question va porter sur un événement passé, mais que les Togolais ont encore vivace dans leur cœur. En tout cas, demain 23 juillet, il fera 24 ans. Jour pour jour, Tavio Ayao Amorin a rendu l'âme à la suite donc d'un lâche attentat dont il a été victime le 22 et à Tocoin Bonvier. Tavio Ayao Amorin, premier secrétaire du Parti socialiste panafricain PSP, secrétaire général du Code 2, membre du Haut Conseil de la République, c'était le Parlement de transition issu de la conférence Nation souveraine à l'époque. Il fut également président de la Commission des affaires politiques des droits de l'homme et président de la Commission spéciale chargée du nouveau projet de la Constitution de 1992. À cette époque, les uns les autres pensent toujours que Dr David Iou savait quelque chose concernant la mort de Tavio Ayao Amorin. Alors, docteur, qu'en était-il exactement? Les Togolais veulent savoir l'histoire ou le récit des faits. Oui, bon, tout le monde sait quelque chose de la mort de Tavio. Vous savez tous, nous savons tous qu'il a été flingué. J'utilise un terme dur quand même. Il a été flingué à Bonvier devant les jeunes qui ont poursuivi les deux OPA, Kerewe et Boupessi, qui ont même laissé tomber leur arme. Et cette arme a été ramenée à la primature le lendemain. Et Tavio Amorin est laissé pour mort sur le carreau. Et c'est Pato Kiroki que le ministre de la Santé que j'étais avait appris qu'il était à l'hôpital. Donc, et comme la ville était sans dessous, personne ne bougeait, c'est dans nos cachettes que nous avons donné des instructions pour que les médecins aillent le voir et l'opèrent éventuellement. Ce qui a été fait par le professeur James et son équipe de chirurgiens, avec un anesthésiste qui était de garde, donc, et il est resté quand même 24-36 heures là-bas à l'hôpital. Et c'est sur l'intervention de nous, les francs-maçons du Togo, qu'il a pu être évacué. Beaucoup de francs-maçons ont intervenu parce qu'il est franc-maçon, Tavio Amorin, si vous ne le savez pas. Parce que la transition n'a évacué personne malgré tous les blessés. C'est Tavio seul qui a été évacué. Et le ministère des Finances n'a pas voulu du tout assurer, puisqu'il fallait faire venir un avion sanitaire de l'UAP. Faire venir un avion sanitaire, ça veut dire que vous avez le pilote, le copilote et 2 médecins de l'assurance qui sont obligatoires. Et ce sont ces 2 médecins qui sont arrivés et au CHU sont partis directement, ont pris en charge le malade et l'ont pas quitté jusqu'à Paris. Donc, sa mort, il est mort quelques temps après à Paris, après une hospitalisation. Donc, de sa prise en charge de l'hôpital jusqu'à Paris, et il n'y a que 3 personnes qui ont été en contact avec Tavio. Les 2 médecins français de l'UAP qui sont arrivés avec l'avion sanitaire et une de ses parents qui est sa tante et bien sûr peut-être le chauffeur de l'ambulance. À part ça, personne n'a approché Tavio. Pourquoi? Parce que nous avons donné des consignes de sécurité absolue. Nous avons reçu plein de coups de fil qu'elle ne va jamais arriver à l'aéroport, qui vont des gens, soit disant des éléments incontrôlés de l'armée, qu'ils ont dit qu'ils vont le flinguer avant l'arrivée. Donc on a pris des mesures exceptionnelles. Il y avait plein de gendarmes, de militaires et même 2 agents du consulat français avec le consul français qui étaient dans le convoi. Donc nous étions tous dans le convoi jusqu'à ce qu'il y ait cette panne près de l'aéroport. Oui. Et la panne a duré peut-être 3 ou 4 minutes. Et on a changé d'ambulance. Ouais, parce que c'était prévu. Et en ce moment même, l'histoire nous raconte où les uns les autres disaient que il y aurait surgi un individu ou un inconnu de nulle part avec un couteau empoisonné et qu'il aurait poignardé. Ce n'est pas possible puisqu'il y avait au moins 8 militaires et gendarmes qui sont de la primature, qui gardaient le convoi, qui était en garde rapproché de l'ambulance ou des ambulances. Personne ne peut arrêter. Si quelqu'un peut faire quelque chose à Tavio, c'est sa parente ou bien les 2 médecins. Dans ce cas-là, c'est lui que les gens doivent faire. Mais je voudrais faire une remarque au Togo. Depuis l'assassinat de Sylvanus Olympio, nous avons fait preuve de lâcheté et de couardise. Quand Olympio a été assassiné par une douzaine de militaires, de demi-celles comme on dit, personne n'est sorti. En 2003, le 13 janvier 2003.
13 janvier 1963. 63, je vais dire. Personne n'est sorti de Lomé. Les militaires ont investi Olympia à 22h37 exactement, selon le service de renseignement. Et comme moi-même, je fais partie d'un service de renseignement, je sais tout. Et il n'a été assassiné qu'à 5h20, 22. Personne n'est sorti dans la ville de Lomé. Et quand vous avez vu récemment, avant-hier... Est-ce que l'information avait passé? Le président était encerclé, et tous ses ministres étaient là, puisque certains ont pu fuir, d'autres, donc ils auraient pu avertir la population, personne n'est sorti. Quand Erdogan, le président turc, a fait l'objet d'un coup d'État la fois passée, toute la population est sortie au moment où le discours passait. Donc là, vous avez vu... Non, il avait quand même lancé un appel à la population, à ses militants, disons, à travers un média. Oui, mais il n'était pas là, Erdogan, là où on faisait le coup d'État. C'est la population. Moi, j'ai écouté encore RFI ce matin, où un Turc disait, dès qu'on a vu le discours des militaires disant qu'il y a coup d'État, ils sont sortis spontanément, des jeunes, des vieux, des femmes, tout ça, dans la rue, et ça n'a pas, le coup d'État a échoué. Au Togo aussi, les Togolais étaient sortis le 13 janvier 1963, une dizaine ou quinzaine de militaires, ils n'auraient rien fait. Si 40 000 personnes sont sorties, ils ne sont pas sortis. C'est la même chose qu'on voit avec Tavio. On a tué quelqu'un à bout portant devant les jeunes qui ont poursuivi les tueurs. Le lendemain, le gouvernement de transition a publié le nom des gens et raconté même ce qui s'est passé. Et les gens trouvent que quelqu'un... Et c'est quand même extraordinaire. Ça, c'est la lâcheté des Togolais. Et quand on a vu aussi que quand on a tué Tavio, il y avait très peu de gens qui ont protégé l'hôpital. C'était des jeunes, et là je leur rends hommage. Il y a des jeunes qui ont protégé l'hôpital, qui sont arrivés à l'hôpital. Et nous avons fait une enquête, on a publié les résultats au CVGR, on a même fait des déclarations au CVGR que dans ce assassinat-là, même Olympio n'était pas directement impliqué. Ce que les gens ne savent pas, l'anesthésiste qui a endormi M. Tavio Amorin s'appelle M. Assi. Et c'est un neveu direct de Yadema. Si c'est Yadema qui a voulu faire ce coup-là, à Tavio, il l'aurait liquidé pendant l'anesthésie. Deuxièmement, tout le monde a suivi ici que il y a un membre important dans l'entourage du président qui a été l'objet d'un attentat dans les années que je ne vais pas nommer, qui a été hospitalisé au CHU, opéré par le professeur Keke. Et la nuit, des militaires des soi-disant militaires en blouse blanche avec stéthoscope au cou sont venus, on l'a flingué sur son lit de mort. Personne n'a bronché. Si quelqu'un voulait tuer Tavio, il l'aurait flingué sur le lit ou bien empoisonné sur le lit, c'est tout. Donc, quand on voudrait le sortir de l'ambulance en panne pour le mettre ou le placer dans une nouvelle ambulance, personne n'a pas pu approcher puisque les militaires sont là. Ce n'est même pas possible puisque les médecins qui sont venus de France ne laissent pas... Pour évacuer un malade, ceux qui ne sont pas du corps médical doivent le savoir. Pour évacuer un malade, si on vous envoie, si on m'envoie prendre un malade par exemple à Tchévier ou j'arrive d'abord, on examine le malade, on voit si c'est possible qu'on le transporte. Si c'est pas possible, je dis donc les deux médecins français de l'UAP, si le malade n'était pas transportable par exemple ou présentait des risques, ils font le rapport. Un malade, et c'est le cas de Tavio, un malade dans un état critique, on va le transporter. Et ils nous ont demandé même qu'est-ce qu'ils vont faire si Tavio mourait dans l'avion. On retourne l'avion à Lomé ou bien on amène le corps à Paris parce que c'est une histoire de dépenses. Si Tavio mourait par exemple au-dessus du Sahara et qu'on doit le ramener, l'avion doit le ramener le corps à Lomé avant de repartir, la dépense est augmentée. Mais s'il mourait sur le désert puis qu'on le ramène directement, c'est aller-retour. Donc tout ça est codifié. Et si il y avait eu un attentat à Lomé, alors qu'ils ont déjà quitté l'hôpital, les deux médecins auraient refusé de l'évacuer. Ils auraient appelé le siège et disaient, bon, on vient d'avoir un attentat sur Tavio, donc on ne le transporte puisqu'ils ne l'ont pas examiné. Il faut examiner le malade d'abord et il a ce qu'on appelle l'oxygène. Il y a le masque à oxygène, il y a tout ça. Et si les deux médecins qui étaient là... Donc, Tavio Amorin était encore vivant jusqu'à Paris avant de trépasser. Parce que s'il n'était pas mort, les gens allaient annoncer ça. Et ils allaient nous annoncer. Et nous sommes redevables quand même c'est nous qui les payons. C'est le ministère des Finances. Donc, ils tenaient au courant, le Premier ministre, de l'état d'évolution. Ils ont dit que le gars avait à peine 5% de chance de survie. Il a été vivant, puisque... Comme vous l'avez dit tout à l'heure que vous étiez du service de renseignement à l'époque, pourquoi a-t-on tiré à bout portant sur Tavio Ayaw Amorin? Quelle était sa faute? Aucune idée, mais les gens peut-être disaient qu'il parlait trop, je ne sais pas, parce que en réalité, pour vous dire vrai, il était parti faire une émission sur Radio Lomé. Exactement.
Et il a son fameux, le disque rayé, on rappelle. Bon, tout ça, ça a énervé les gens. Mais à l'époque, tout le monde voulait flinguer quelqu'un pour faire plaisir au général Yadima sans que le général Yadima soit le commanditaire. Il croyait que ça... il y a eu plusieurs cas comme ça, hein, où les gens ont tué les gens, puis après on rendu compte. Et là, c'est ça le problème. Donc, le fait qu'il soit flingué, bon, ça nous a un peu étonné, mais on s'est dit, bon, comme à l'époque, il parlait beaucoup. Mais en réalité, Tavi Morin ne constituait aucune menace sérieuse pour Yadima. Ce qui faisait peur à Yadima, c'est ceux qui ont les armes. Tavi n'en avait pas et la plupart de l'opposition n'en avait pas. Donc, il surveillait tous ceux qui avaient les armes, c'est ça qui faisait peur à Yadima. Tout le reste, les blablabla, bon, il s'énervait effectivement parce que nous-mêmes, on a écrit des articles très durs sur lui. Ça l'énervait. Des fois, il m'envoyait, mais tu m'emmerdes. Et pourquoi le gouvernement de transition dont vous faisiez partie ou bien vous faites partie, vous n'aviez pas pu arrêter les deux assassins? Non, comment les deux assassins? Les deux assassins ont été... il a été flingué, je crois, à la visite à un de ses parents, à Bonvier, la nuit. Ce qu'on lui a reproché aussi, c'est que... Puis vous avez reconnu les noms des deux personnes? Non, le lendemain, on a reconnu le nom des deux personnes. Non seulement on a reconnu, mais il y avait même non seulement une arme qui était tombée, que les jeunes ont ramassée, plus une carte d'identité. C'est ça qui nous a amené à les identifier. On les a publiés. Et qu'est-ce qu'on a fait en conseil des ministres le lendemain? On a décidé l'arrestation de ces deux-là et la suspension de leur sol, tout. Et c'était monsieur Komlavi, vous vous rappelez, qui était le ministre chargé de l'Intérieur. Pardon. Mais ce que vous, quand je dis qu'on est trouillard, la nuit là, où on a la nuit de l'attentat, après, il paraît que les deux tueurs ont été convoqués chez Yadima et que un officier, c'est comment vous l'appelez, qui a été l'officier qui faisait parler de lui, les a amenés directement à Kara. La nuit là, il y a eu 23 barrages militaires de Lomé à Kara cette nuit où Tavi a été, c'était pas pour Tavi, c'était avant. Et c'est des militaires qui étaient dans ces barrages qui sont favorables à la transition. Et faire passer ces messieurs qui nous ont avertis. Donc les deux OPA, Kerewe et Boukouji étaient arrivés tranquillement, conduits par le colonel, comment il s'appelle, jusqu'à Kara. Et à chaque barrage, il a dit, c'est moi, colonel, machin, et ils sont passés. Et ce qui est grave, c'est que le lendemain, on a interdit qu'ils touchent leur salaire. Les choses ont eu lieu le 27, hein, c'est ça? Le 20, non, l'assassinat a eu lieu le 23. Bon. Dès le lendemain, on a interdit qu'ils touchent leur salaire. Mais on a eu des preuves formelles puisque ces policiers ont été protégés à Kara par les militaires et qu'ils ont même touché leur salaire. Ils sont partis à la banque. Nous avons eu même une preuve formelle. Des banquiers de Kara nous ont photocopié le chèque qu'ils ont amené pour toucher l'argent, malgré les interdictions du gouvernement. Donc, ils étaient sous la pression de l'armée et la transition n'avait pas les moyens de s'opposer à l'armée à ce moment-là. Mais vous ne savez pas s'ils sont encore vivants aujourd'hui? Non, tout le monde l'a su. Il y a la presse qui a révélé que les deux, je ne sais pas si c'est Kerewe ou Boukousi est mort, il n'y a pas longtemps, mais que l'autre est un commerçant très... réputé à Kara. Très réputé à Kara, il vit. Et c'est là aussi, j'accuse ceux qui accusent que l'assassin qui a flingué Tavi Amorin est à Kara en train de jouir de la vie. Ils n'ont pas les couilles pour aller lui demander quelque chose. Et c'est ça les Togolais. Hein. Quand ils voient le danger à gauche, ils tournent la tête à droite. Il est là, le monsieur. Pourquoi ne pas l'inviter à s'exprimer ou même porter plainte, se constituer partie civile et demander qu'on l'arrête et qu'il vienne dire pourquoi il a tiré sur Tavi Amorin. Maintenant, il trouve que c'est les autres qui ont... Quelqu'un est venu comme sur la lune pour poignarder Tavio dans une ambulance, alors que celui qui l'a flingué, il n'avait que 5%, c'est ce que les médecins nous ont dit, 5% de possibilité de survie. Et le père Guigui, il y a une autre personne qui a été en contact, c'est le seul. Moi, quand l'affaire, moi, je suis loin du théâtre des arts pour des raisons de sécurité. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit, si on s'agglutine tous devant l'ambulance de jeu, il suffit d'une roquette. Moi, j'ai été des services de renseignement. Quelqu'un prend une roquette à 300 mètres, vous ne le voyez même pas, il vous pulvérise. Et l'ambulance est à vieux, le ministre de la Santé. Donc, moi, mes 4 gardes de corps m'ont interdit formellement. Je ne suis pas sorti.
pour aller voir ce qui se passe. Hein. Donc, moi, je suis à distance, c'est ça. Donc, c'est le père Gbikpi. Lorsque nous sommes arrivés à l'aéroport, quand les médecins sont sortis, ont transporté Tavio pour mettre dans l'avion avec son parent. La seule personne qui est partie dans l'avion, c'est le père Gbikpi. Le père Gbikpi qui est décédé. Qui avait aussi utilisé sa soutane pour le premier président togolais. Exactement. C'est lui encore le père Gbikpi. Non, c'est pas le vieux Gbikpi qui est mort, là, vous le connaissez. Oui. C'est lui seul qui a demandé l'autorisation. Et là, on était là, avec le consul de France et ses gendarmes armés aussi, hein, je vous rappelle. Avec le service de sécurité de la présidence, qui a demandé l'autorisation de monter dans l'avion pour aller donner un sacrement à Tavio. Et on l'a autorisé. Et donc, il est monté en soutane. Il a prié avec lui. Il a prié avec lui et puis il est descendu et l'avion est descendu. Alors, il faut aussi que les Togolais cessent de bavarder. On a dit que si le pouvoir voulait empêcher cet avion de décoller, c'est simple. Vous connaissez l'aéroport de Lomé. L'avion fait un truc et va au fond pour pouvoir décoller côté mer. Si moi je suis agent secret, ex-agent secret, si je voulais empêcher cet avion-là, on laisse l'avion aller au fond et puis on met une voiture sur son trajet, un camion sur son trajet, l'avion est bloqué et puis les gens il ne pourra pas décoller. Donc tout ça c'est quand même triste et que M. Tavio repose en paix. Mais ce qu'on a regretté aussi, c'est qu'on n'a pas vu beaucoup de la famille de Tavio quand cette affaire a eu lieu. Je vous dis que cette décision d'évacuation, tout ça a été décidé par nous, les francs-maçons, parce qu'on a voulu lui rendre service. On n'a pas vu la famille. Puisque Tavio aussi était franc-maçon. Il est franc-maçon. Il est franc-maçon par de très longue date quand ça s'est déclenché. Nous aussi, on était francs-maçons par de très longue date. Donc, décidément, le gouvernement n'avait même pas de pouvoir de décision à l'époque. Si, c'est eux qui ont décidé, puisqu'il a fallu que le Premier ministre donne son feu vert pour que les finances débloquent les fonds. Et pour louer un avion sanitaire de Paris, je ne vous dis pas le prix, de Paris, vous vous renseignez, vous allez voir, vous téléphonez à l'UAP, vous voulez louer un avion sanitaire, Paris, Lomé, Paris, pour prendre un malade, et il va vous dire le prix. Et les finances ont avalisé. C'est M. Petigot qui était ministre des Finances. Oui. Et il a beaucoup hésité. Et il a dit, bon, mais est-ce que on va sauver le type ou bien pas? Sur quel budget? Il n'y a aucun budget qui est prévu. On a dit, Kofigo a forcé. Et nous aussi, le ministre de la Santé a forcé pour il faut l'évacuer. Mais malheureusement, ce qui ne devrait pas arriver arrive. Voilà. Mais est-ce que cela n'a pas été un coup dur aussi pour la suite des retombées de la conférence Nation Souveraine? Tous ceux qui ont perdu la vie, vous avez su que le journaliste aussi, comment il s'appelle, a perdu la vie, il n'est jamais sorti du coma quand on lui a tiré une balle dans la tête. Et les députés qui sont tués de car, tous ceux qui ont perdu la vie pendant ce temps-là, c'était une période vraiment un peu dingue dans ce pays. Hein, et ça, nous étions ministres, mais nous ne dormions pas à la maison. Hein, on était au maquis, comme on disait. On ne dormait pas à la maison. On a partagé nos gardes de corps en deux. Un groupe qui nous suivait et puis le groupe qui gardait la maison au cas parce que l'épouse était là. Et on avait peur de ces attentats. Et je vous assure que la période, au moment où on a tiré sur Tavio, tout le monde était on attendait qu'on nous flingue, nous les ministres, à la plus forte raison. Alors, c'est ça, on a dit, mais Tavio aussi prend des risques pour aller sortir la nuit, parce que c'est à partir, je crois, vers 21h, hein, et seul, je ne sais pas. Et j'ai dit au CVG la fois passée, je crois, j'ai dit que si, quand je dis ça, il y a des gens qui vont croire que c'est parce qu'il y a des mecs méchants, mais si quelqu'un voulait tuer Tavio, il n'y a pas de problème. Ils allaient le laisser voir sa tante et puis il retourne à la maison seul avec son chauffeur, ils sont deux. Quelqu'un l'arrête au feu rouge et le flingue à bout portant avec un silencieux, personne n'aurait su. Donc ce n'est pas des spécialistes qui ont fait le coup. Les deux OPA là, on les a dit, on était sûr dès le lendemain que c'est pas, il y a des gens qui les ont envoyés. Parce que si c'était des spécialistes, ils n'auraient pas laissé ni leurs armes, ni leurs identités. Et une minute. Quand vous avez des armes, il avait plein de balles dedans, puisque c'est nous qui avons désamorcé l'arme à la première. Il avait plein des armes dedans. Si c'était des spécialistes, ils auraient flingué 4 ou 5 personnes, des jeunes là qui auraient fui, hein, mais les avaient tués. On se sert de l'arme pour se dégager. Si vous ne tuez pas, vous tirez au moins en l'air. Ils n'ont pas fait, donc c'était pas des spécialistes.